Bonjour à tous. Deuxième jour de la semaine, deuxième édition de la revue des grandes unes. Allez, c'est sur Equinox Télévision. La presse, la nouvelle expression parle d'une indemnisation du port de Kribi, avec notamment un procès fleuve au tribunal criminel spécial. C'est le grand titre du journal ce matin. Le journal parle de 56 accusés qui sont donc devant la barre, dont Jean-François Villan, qui est donc l'ancien préfet de l'Océan, et les sous-préfets André Yebe et Hubert Bessala, qui ont suivi d'ailleurs la première audience publique ordinaire de comparution ouverte hier lundi devant le tribunal criminel spécial. C'est à lire en page 3 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le même journal parle de Fecafoot avec Samuel Eto'o, fils de Tombi Aroko Sidiki, et se pose une question: ont-ils fait la paix? C'est une grosse question. Donc les deux hommes ne s'affrontent, ne s'actionnent pas, en tout cas depuis quelque temps. Aujourd'hui, on les a vus au cours du mariage de David Eto'o, et donc ils ont souri ensemble. Est-ce qu'ils ont donc enterrer la hache de guerre? C'est la question, la réponse est à lire dans le journal en page 2 de la Nouvelle Expression, qui parle également du développement des petites et moyennes entreprises. Le GICAM favorable donc à l'extension au crédit de la TVA. C'est à lire dans ce journal en page 3. Le journal indépendant qui est dans les kiosques parle de Jacques Famendongo. Les dossiers noirs d'un prédateur dans les méandres des scandales à répétition du politico-sémiologue lâché par son créateur en Mondovision pour services rendus. C'est à lire dans le journal de la page 2 à la page 3 de ce numéro disponible. Le journal parle également de la crise anglophone avec les secrets de l'arrestation d'Ayouk Tabé. C'est dans le numéro disponible. Détective parle donc des budgets d'investissement public, l'intégralité même du journal des projets pour la région du centre. C'est dans le journal disponible également dans les kiosques ce matin. Autre journal, c'est carrément Mutation qui est aussi disponible. Le journal parle de la vie des ordinateurs avec les étudiants, donc la vie avec bien sûr les ordinateurs PB. Que se passe-t-il concrètement? Le journal fait savoir que c'est donc difficile pour ces derniers de les utiliser. Il y a parfois certains qui ne fonctionnent même pas, qui ne s'allument pas aussi, donc beaucoup de difficultés donc à fonctionner avec les ordinateurs PB du ministre de Jacques Famendongo. En tout cas, il est distribué depuis il y a quelques jours. C'est à lire dans le journal disponible aussi. Le journal Cameroun Tribune parle de processus électoral avec les partis qui affûtent donc leurs armes. Les partis politiques de l'opposition, il y a le processus d'inscription sur les listes électorales et il y a des formations des militants dans le cadre de cette opération qui est donc annoncée en tout cas dans les prochains jours. C'est dans le journal Cameroun Tribune, bien d'autres sujets aussi à découvrir dans ce numéro. Le journal Le Quotidien de l'économie parle donc de loi des finances 2018, menace sur les microfinances à découvrir dans ce numéro avec les acteurs du secteur qui sont donc aujourd'hui, qui ne comprennent pratiquement rien et veulent simplement savoir qu'est-ce qui fait problème, pourquoi on pose encore un autre problème alors qu'ils sont déjà menacés au niveau des microfinances. C'est dans le journal Le Quotidien de l'économie qui parle également de la rareté du poisson qui provoque bien sûr la flambée des prix sur le marché. C'est dans ce journal. Et puis toujours dans les kiosques ce matin, on va retrouver le Popoli qui parle d'Ayouk Tabé qui est porté disparu. Que se passe-t-il concrètement? Où sont-ils? C'est la question, mais avec une caricature qui présente les deux acteurs, Paul Biya et bien sûr Ayouk, qui se parlent. C'est à découvrir dans ce numéro avec un zeste d'humour ce matin. Le quotidien Le Jour parle de la Guinée équatoriale, tentative de coup d'État. Qui a fait quoi? C'est la question. La réponse est à lire également dans le journal. Le même journal parle aussi de la faculté de médecine de Gawa, nouvellement créée, et même la faculté de tout au moins l'école normale supérieure de l'enseignement supérieur justement, et qui est aussi créée dans la région de l'Est Cameroun. Ce sont des informations contenues dans le journal Le Quotidien Le Jour ce matin. Émergence, qui est le journal Le Quotidien bilingue aussi, parle de l'hôpital central de Yaoundé qui revit. On sait avec la santé publique aujourd'hui, il y a la propreté et bien entendu d'autres faits qui ramènent d'ailleurs au goût du jour cet hôpital qui avait perdu quelques lettres de noblesse il y a quelque temps. Donc c'est à revoir et à revivre également dans le journal disponible dans les kiosques ce matin. Le Messager également qui est disponible parle d'arrêt donc au Nigeria. Il a été arrêté et on parle d'Ayouk beaucoup plus en tout cas et bien sûr ses complices. Où sont-ils? Ou alors ont-ils été extradés? C'est la question avec le journal qui allait donc fouiller dans les lois, les textes qui réglemente ce processus pour répondre également et comprendre aussi les silences des autorités camerounaises et nigérianes. Donc dans le journal en page 3, le même journal qui parle aussi de Bamenda. Les villes mortes se poursuivent également. C'est dans le numéro disponible dans les kiosques ce matin. Et puis on a vu aussi d'autres informations que vous pouvez découvrir si vous faites un tour dans les kiosques avec Casimir Désiritagne. Bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et avant que vous me donniez la parole à Camille, elle est pour un salut
fraternelle. Je voudrais saluer également la dernière promotion, ou bien la nouvelle promotion de l'ENAM qui a fait sa rentrée académique hier. Et vous avez bien vu que dans cette promotion, il y a 2 enfants du chef de l'État, Brenda Bia et Junior Bia, mais également il y a 3 enfants de Kavaïgué, Djibril, qui sont tantôt dans les sections administration ou bien magistrature et tout ce que ça comporte. Donc vous allez voir que c'est finalement compris que l'ENAM est l'école des ministres ou bien des chefs de ceux qui nous gouvernent au Cameroun. On dit l'école des fils d'eux. Exact. Bonjour Camille Nelly. Bonjour Flavien Walondongo, bonjour Casimir Désiré Tani alias Fomoncu. Bonjour à tous les téléspectateurs de Kinox Télévision. Mais je ne partage pas beaucoup votre point de vue. Moi je pense que l'ENAM c'est une école, une grande école qui est réservée à tout le monde. Que l'on voit les fils du président de la République arriver là aujourd'hui, moi je ne vois aucun mal. D'ailleurs, je pense que vous avez plutôt dû vous émouvoir du fait qu'ils entrent aujourd'hui à l'ENAM avec au moins un baccalauréat ou une licence. Où est-ce qu'ils ont obtenu les premiers diplômes, le CEP, le BPC, le probatoire, le baccalauréat? Vous ne vous êtes pas posé la question, c'est pas dans une école camerounaise. Donc moi je pense que le débat est ailleurs. Le débat n'est pas que ces fils d'eux n'ont pas le droit d'aller à l'ENAM, c'est peut-être les conditions d'accès à l'ENAM et la condition absolument scandaleuse que l'on a vu dans cette promotion, mais pas le fait qu'ils aillent à l'école. Pourquoi? Ils n'ont pas le droit, ils ne sont pas camerounais, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. Une école où on passe même quand on est mort. C'est-à-dire où les décédés deviennent les majors de promotion. Ce sont les gestionnaires et ceux qui sont chargés du fonctionnement de cette école qui sont responsables de tout le mal que l'on dit, qui est d'ailleurs vérifiable et vérifié. Mais toujours est-il qu'ils ont le droit d'aller dans cette école. Vous ne leur déniez pas ce droit. Très bien. Alors, nous commençons par quelques sujets traités par la presse. Vous avez évoqué un sujet. Il y a également un autre qui a fait jaser depuis hier et depuis quelques jours même, puisqu'on parle des ordinateurs portables. Il y a Jacques-Famé Ndongo, en tout cas dans le journal L'Indépendant ce matin, qui parle des dossiers, le journal parle des dossiers noirs d'un prédateur. Donc, aujourd'hui, on constate que dans les méandres des scandales à répétition de ces derniers, il a été lâché par son créateur en Mondovision. On l'a vu avec notamment la présentation des vœux au chef de l'État. Hier encore à la faculté de médecine ici même à Douala, il a pris beaucoup de temps à expliquer aux étudiants et aux invités les caractéristiques des ordinateurs portables. Et oui, Jacques-Famé Ndongo, je crois que ce que l'on retient cette année, d'abord l'année dernière, lorsque nous avons assisté à la remise des vœux au chef d'État, nous avons retenu le challenge Bidon Quat. Rappelez-vous, cette année, c'est plutôt le challenge Jacques-Famé Ndongo. Donc, mais ça, c'est juste pour rien. Mais au-delà de cela, le politico-sémiologue, comme on l'appelle souvent, qui est Jacques-Famé Ndongo, qui a dit officiellement qu'il n'est que la créature, parce que Bia est le créateur, et que tous les membres du gouvernement, comme lui, sont des créatures. Nous avons bien vu comment le créateur peut se comporter face à ces créatures. Donc, et le journal Indépendant ne l'a pas loupé du tout. Le journal Indépendant a essayé d'étaler tous les dossiers de Jacques-Famé Ndongo. Souvenez-vous que Jacques-Famé Ndongo était déjà accusé sous cap sur des détournements de bourse des Camerounais qui partent en Chine, des étudiants camerounais qui partent en Chine. Jacques-Famé Ndongo a souvent été traité sous cap par rapport au dossier du CHU, où il est le PCA. Il n'y a pas que cela. Il y a eu beaucoup de choses et le journal Indépendant est parti de ça pour essayer de démontrer que Jacques-Famé Ndongo a beaucoup de dossiers noirs, que c'est pratiquement un prédateur. Je ne voudrais pas vraiment partager ce terme parce que ça, je trouve que c'est un peu excessif. Et comme Camille a l'habitude de dire, tout ce qui est excessif est dérisoire. Mais revenons aux ordinateurs de Jacques-Famé Ndongo. Vous avez bien vu que le chef d'État a pratiquement renié Famé Ndongo publiquement. Non seulement il n'a pas fait allusion aux ordinateurs dans son discours de fin d'année, mais il n'a pas voulu lui prêter une seule seconde d'attention lors de la remise des vœux. Ceci veut dire cela. Et rappelez-vous que le jeune enquêteur a essayé de passer au scanner tous les membres du gouvernement pour dire ceux qui peuvent rester, ceux qui peuvent partir. Alors vous avez lu dans la boule de cristal? Nous ne lisons pas dans la boule de cristal, mais si nous étions dans un pays sérieux, lorsqu'on fait la formation d'un gouvernement en France, on sait d'office qui pourra être ministre de quoi
qui pourra partir du nouveau gouvernement ou bien qui pourra figurer dans le gouvernement qui devrait être en formation. C'est comme cela que les bonnes démocraties se gèrent. On ne se lève pas un matin, on ne l'enlève pas juste parce que sa tête ne nous plaît pas. On l'enlève, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul membre du gouvernement qui traîne des casseroles et que Biya devrait rapidement, avant qu'on entre effectivement dans les véritables élections, parce que nous sommes en 2018 qui est une année électorale, avant qu'on y arrive, il faudrait donc essayer de dépoussiérer autour de lui. Très bien. Alors, un prédateur, c'est comme ça qu'on qualifie en tout cas Jacques-Famé Ndongo. C'est pas fort quand même, l'indépendant n'a pas... Vous connaissez le ton assez rugueux de l'indépendant, surtout quand il veut tirer sur une personnalité. Bon, il faut dire que ce début d'année commence vraiment assez mal pour Jacques-Famé Ndongo. On a vu comment le président de la République l'a rasé lors de la cérémonie des vœux. On a vu comment il a été hué hier à l'université de Douala quand il était venu remettre les diplômes aux ex-étudiants en médecine. Voilà. Et on a vu comment, tentant d'expliquer par l'absurde que 32 gigas d'aujourd'hui égale 500 gigas d'hier. Vous avez vu comment il a été hué par des étudiants. Vraiment, c'est tous les faisceaux qui sont sur lui. Mais Casimir Désiré Tagné, vous oubliez qu'il est l'indéboulonnable ministre de l'enseignement supérieur, comme on n'en a jamais vu au Cameroun depuis 15 ans. Bon, maintenant, si vous êtes en train de lui prédire sa sortie, c'est peut-être, comme l'a dit Flavien Ndongo, peut-être que vous l'avez lu dans votre boule de cristal. Mais vous savez, l'acte que M. Famé Ndongo a posé en allant emprunter 75 milliards que les Camerounais devront payer pendant 20 ans pour venir les présenter comme un don du chef de l'État. Vous n'empruntez pas, vous n'allez pas prendre une dette que vous avez payée pour 20 ans et vous présentez ça comme un cadeau. Mais en allant le faire, il n'a pas rendu service à ces étudiants qui d'ailleurs commencent déjà à se plaindre de ces ordinateurs aujourd'hui. Le débat sur les ordinateurs, je l'ai toujours dit, Flavien Ndongo, je le dis depuis plus de 3 mois, ce débat n'est pas encore fini. Il est vrai que des marchandages ou des marchés aussi foireux, on en a vu. Vous vous souvenez de l'achat foireux des MA60 avec le ministre, l'ex-ministre des Transports, comment il s'appelait encore, Robert Kili. Il a fait une arnaque à ciel ouvert. On a découvert, on a vu, établi que ça a été une surfacturation grossière et deux, que vraiment ça a été carrément un détournement. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait contre lui. Vous savez, nous sommes dans une république où parfois les poursuites se font de façon préférentielle. Mais toujours est-il que pour Famé Ndongo aujourd'hui, on va voir comment ça va se terminer. Alors, mais il va falloir qu'on sache comment les étudiants vont faire pour payer les 75 milliards et leurs enfants, parce que je ne pense pas qu'eux-mêmes, dans 20 ans, ils sont encore à l'école. En tout cas, avant d'arriver à ce stade-là, il y a déjà que mutation parle de la vie avec les ordinateurs PB. Et le meilleur avis que de mutation, justement, puisque vous y êtes, le meilleur avis est cet étudiant qui est devenu lui-même donateur. C'est-à-dire, il est réceptionniste d'ordinateur, il est en même temps donateur parce qu'il a trouvé que c'est encombrant pour lui parce que c'est un simple jouet. Il a préféré offrir cet ordinateur à quelqu'un, à un membre de sa famille. Donc, vous allez voir que... Donc, on parle donc de la vie avec les ordinateurs PB. Et bien curieusement, hier, pas plus tard que hier, CRTV a fait un grand documentaire sur les ordinateurs où vous voyez des enfants qui sont en train de jubiler, qui sont en train de montrer que les ordinateurs sont très bons, sont très beaux et que c'est le plus beau cadeau de la vie qu'ils n'auront plus jamais. Vous voyez donc que c'est quand il s'agit des organes proches du pouvoir, vous voyez que on cherche pas les pouces sur la tête d'un crâne. Casimir Désiré Tagné, c'est une question de ligne éditoriale. Vous ne pensez tout de même pas que Cameroun Tribune va ouvrir le débat sur la qualité de ces ordinateurs. Mais par contre, mutation, pendant que Cameroun Tribune est en train de donner la parole, ou CRTV donne la parole à des jeunes qui disent que non, vraiment c'est le nec plus ultra. De l'autre côté, mutation rencontre des étudiants qui disent que non, vraiment ça ce n'est même pas un gadget, c'est tout simplement un jouet. Bon, maintenant, chacun a le droit de penser, chacun a le droit d'apprécier ces ordinateurs, mais vous savez très bien que ce ne sont pas ces ordinateurs qui sont venus apprendre le maniement d'informatique à ces étudiants. Aujourd'hui, vous voyez dans les collèges des enfants de 12-13 ans qui savent se servir d'un ordinateur et de téléphone portable qui sont beaucoup plus performants que ces ordinateurs. Alors, je vous rappelle qu'à l'université de Douala, à la faculté de médecine, Jacques-Famé Ndongo a invité ses détracteurs à repartir à l'école, à l'apprentissage. Et quand il invite ses détracteurs, je pense sincèrement à Marlise Doualbel, Marlise Doualbel, la députée du Voury Centre, qui n'a pas porté des gants
pour aller contre Jacques Famé Ndongo. Et l'attitude de Marlys Douala Bel, c'est l'attitude que tous les parlementaires et même tous les responsables devraient avoir. Il faudrait qu'on chacun rentre, que même le TCS, que la CONAR et tous ces organes chargés du contrôle aillent vérifier le prix d'achat de ces ordinateurs. Parce que nous avons le prix de ces ordinateurs qui est de 49 000 francs CFA. Alors que Jacques Famé Ndongo nous a dit que c'était 300 000, plus tard 100 000, et tous les jours, il tergiverse sur le prix. Oui, mais Casimir Djedjaï, vous parlez de l'attitude de la députée Marlys Douala Bel. Vous savez, plein de députés ont une opinion sur ces ordinateurs, mais ce ne sont pas... Il y a très peu qui vont ouvrir la parole, parce que personne n'oublie que M. Jacques Famé Ndongo est aussi le secrétaire d'État à la communication du RDPC, et que ça peut leur coûter cher. Mais moi, je dois dire, pour l'avoir rencontré, que la députée Marlys Douala Bel, par contre, elle a donné un point de vue, c'est-à-dire qu'on l'a appelé au téléphone, le reporter l'a appelé au téléphone, lui a donné son avis, et même, moi, à la limite, moi, je pense même qu'elle a cherché à défendre Famé Ndongo en disant que certainement il a été trompé, il a certainement fait... Et qu'il faut porter plainte d'un dol, et que lui, il pourrait, c'est-à-dire lui, elle a plutôt cherché à le tromper, mais elle-même, elle a vu la qualité de ses ordinateurs, elle a réalisé effectivement que ce ne sont pas ces ordinateurs pour lesquels Jacques Famé Ndongo demande aux gens de repartir à l'école, mais cependant, elle ne s'en est pas pris au ministre Jacques Famé Ndongo. Elle a plutôt au fournisseur. Elle a plutôt essayé peut-être de dire que certainement qu'il aurait été fouillé. Elle a voulu chercher à prendre sa défense. Mais bon, maintenant, on a pris encore, je peux vous le dire, là aussi, je donne une précision, on l'a appelé au téléphone, un journaliste d'Equinox d'ailleurs l'a appelé au téléphone. Et sur sa page Facebook, elle en a mentionné. Justement, mais elle parlait d'une communication ordinaire, elle ne pensait pas que c'était une interview. Non, elle avait été, non, à ce niveau-là, on a eu quand même des précisions du reporter qui lui a dit auparavant que ça va être utilisé sur les antennes. Et elle a dit oui, qu'elle n'était pas contre cette proposition. De toute façon, ça reste dans la plupart des journaux, puisqu'on parle de Jacques Famé Ndongo, et bien entendu, c'est les ordinateurs portables, il a évoqué, et même les étudiants en mutation de ce matin, on peut lire que la vie avec les ordinateurs PB, ça devient une vie très compliquée. Ceux qui ont reçu sont devenus des vendeurs, des revendeurs en fait de ces ordinateurs. Mais dites-moi, Flavien Ndongo, que veut dire PB? Paul Biya. Ah bon, ok. C'est ce que le ministre nous a dit. Il a encore dit hier. Il a encore dit hier. Que ces ordinateurs sont PB. Sont estampillés PB. Paul Biya. Paul Biya. Alors que ceux qui ne comprennent pas les caractéristiques de ces ordinateurs doivent aller à l'école de l'informatique. Alors, on va lire aussi autre chose dans la nouvelle expression de ce matin. On parle des indemnisations au port de Kribi, avec notamment un procès fleuve au tribunal criminel spécial. Il y a pratiquement 56 accusés. Il y a plein d'autorités administratives qui sont impliquées dans cette affaire. Oui, il y a l'ancien préfet de l'Océan, mais il y a également l'ancien sous-préfet de Kribi 1er et l'ancien sous-préfet de Kribi 2e qui sont impliqués, qui sont même déjà aux arrêts, qui sont dans la maison d'arrêt de Kodengui et qui doivent répondre. Ce que je déplore tout simplement, c'est que ce procès a commencé depuis 2012. Nous sommes en 2018, ce n'est que maintenant que le TCS ose ouvrir grandement la première audience de ce procès. Et vous voyez, de 2012 à 2018, vous voyez bien combien de temps cela a fait. Malheureusement, même en ouvrant le procès, il y a près parce que c'est un procès qui concerne 56 personnes. Il y a près de 26 personnes qui comparaissent libres. 26 personnes qui comparaissent libres, qui malheureusement n'ont pas pu trouver d'avocat, qui n'ont pas présenté un avocat à la première audience hier. Et vous savez que ça, c'est des manières de tentative de blocus du processus judiciaire. Or, lorsque ça se passe comme ça, le tribunal est tenu de commettre d'office un avocat, parce que lorsqu'on est à ce niveau de la procédure, on a l'obligation d'être assisté par un avocat. Donc, lorsque vous vous présentez sans vos avocats, le tribunal a l'obligation de vous commettre d'office un avocat. Je crois que c'est vers cela qu'on tend, et ce sera sûrement l'objet de la deuxième audience. Malheureusement, ce qui est intéressant dans ce procès, c'est que pour une fois, le gouvernement n'a pas voulu fermer les yeux, comme il en a l'habitude, face aux malversations et aux détournements de fonds. Voilà, lorsqu'on a lancé le projet industrialo-portière de Kribi, on a voulu indemniser tous ceux qui étaient dans le site, et des magistrats, des administrateurs civils, avec la complicité de leurs collaborateurs et beaucoup d'autres personnes, et même des villageois, ont pris sur eux de détourner l'argent de cette indemnisation. Et ce n'est pas la première fois.
Rappelez-vous que On a j'avais même déjà... trouvé sur des listes les noms des personnes qui n'existaient pas. Qui n'existaient pas. C'est qui également C'est dans le une journal? habitude, c'est une vieille habitude aux Camerounais. Nous avions déjà parlé du cas du barrage de Menkim dans la Damawa, où ça s'est passé de la même manière, où on a mis des noms des personnes qui ne vivaient même pas de là-bas. J'ai souvent l'habitude de parler ici du cas de Banjoun, Larselou, Douala, Yaoundé, Bafoussam. Tout le monde a été indemnisé sauf le village Banjoun. Or, il s'avère que l'argent a pris la poche de certaines personnes, de certains pontes du régime. Suivez mon regard tout simplement. Très bien. Alors donc le sujet fait également le tour de la presse, parlant notamment de cette question d'indemnisation des populations. Donc un procès fleuve au tribunal criminel spécial, tout a commencé hier de manière officielle. Procès fleuve depuis 6 ans, depuis 2012. Vous voyez que c'est un procès qui commence sur le tard. Mais encore qu'il fallait bien qu'il commence un jour. On a vu effectivement, il y a eu un sous-préfet, 2 sous-préfets, il y a un sous-préfet, 2 sous-préfets qui sont devant la barre. Et parmi eux, il y en a même un qui était même déjà à la retraite. Et on est allé sortir de sa retraite pour lui mettre la main au collet et l'envoyer à la prison centrale de Konengue. Seulement, ce que je relève et que tous les lecteurs pourront bien noter, c'est que cette affaire avait vraiment susciter une véritable levée de bouclier quand il s'est agi justement d'indemniser les personnalités, les riverains. Et là, on avait vu, les journalistes avaient fait un travail remarquable, on avait vu des personnes qui avaient constaté que les voisins, des gens qui étaient considérés comme leurs voisins, ils ne connaissaient même pas leur nom, ils ne connaissaient rien du tout, et que ce qu'on présentait comme des plantations, ce qu'on présentait comme des investissements n'existait pas. Ça veut dire que c'était une grosse arnaque qui a été faite et conduite par les gens de l'administration et non seulement les gens qui étaient en train de charger le pays, mais aussi les gens de l'administration intérieure qui étaient chargés d'identifier et d'indemniser. Pour une fois, la justice va certainement trancher, mais il est regrettable que ça se passe aussi tard. On ne peut pas dire que l'enquête aura pris 6 ans, puisqu'au moment où on les a inculpés et déférés, les faits étaient déjà constitués et établis. Que la procédure s'ouvre 6 ans plus tard, on voit que les émotions ont eu le temps de se refroidir. Et maintenant, on va peut-être commencer à trouver le moyen de sortir certaines personnes de la mélasse. Mais toujours est-il que des scandales de ce genre, il faut vraiment que et la CONAC, et la NIF, et toutes les institutions que l'on a créées contre la corruption se saisissent et fassent un travail vraiment conséquent pour nous éviter qu'on nous balance un procès, mais seulement que les personnes qu'on arrête des gens, mais qu'on les juge que 10 ans plus tard. Oui, non seulement Camille, non seulement on les arrête, on les juge 10 ans plus tard, mais on fait une politique de 2 poids 2 mesures. Vous voyez, on a arrêté certains qui sont aux arrêts. Ouais. Ils sont dans la maison d'arrêt, alors que les autres comparaissent libres. Très bien. Pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures? D'autres sont même en fuite, on ne saura pas où est-ce qu'on peut. Mais puisque ces personnes n'habitaient même pas Kribi. D'accord. Alors donc nous permettons aux lecteurs d'aller lire l'article en page 3 de la Nouvelle Expression de ce matin. Le quotidien Le Jour parle de la Guinée équatoriale avec la tentative de coup d'État. Qui a fait quoi? C'est la question que se pose le journal. Oui, je crois que le journal la Nouvelle Expression, le journal Le Jour, a décidé de revenir sur cette tentative de coup d'État manqué qu'on a observé du côté de Guinée équatoriale. Et il est annoncé d'ailleurs que le président guinéen, Biangema Bazogo, est annoncé au Cameroun pour venir dire merci au chef d'État camerounais. Parce qu'il faut bien dire que c'est les forces de maintien de l'ordre camerounais du côté de Kiossi qui ont arrêté ce coup d'État qui était savamment mené par un ancien général de l'armée tchadienne. Et on a même démontré que celui-là n'était qu'à la solde d'un équato-guinéen et qu'il a pris sur lui de recruter des Centrafricains et beaucoup plus de Tchadiens avec qui il devait mener l'action. Donc pour une fois, il faut effectivement tirer un grand coup de chapeau forces de maintien de l'ordre camerounais, parce que j'ai toujours l'habitude de dire, lorsque la maison de votre voisin brûle et que vous laissez faire, n'oubliez pas que votre tour peut arriver et que ça peut brûler jusqu'à chez vous. Donc c'est de la même manière, il y a une collaboration dans les forces de maintien de l'ordre, parce que si Ayoub Tabé est aujourd'hui aux arrêts, qui est le président de l'Amazonie, c'est parce que les forces de maintien de l'ordre du Nigeria ont agi pour qu'il en soit ainsi. Donc c'est tout à fait naturel que les forces de maintien de l'ordre camerounaises arrêtent ce coup d'État et... Il ne faut pas oublier qu'il y a des conventions. De toute façon, jusqu'ici, ça reste encore
voilés. On ne sait pas exactement s'ils ont été interpellés ou pas, et où est-ce qu'ils se trouvent en ce moment, parce qu'au Nigeria, comme au Cameroun, ça reste le silence absolu. Oui, ça reste, il y a encore un blackout, il n'y a encore rien d'officiel, mais toujours est-il que la meilleure démonstration du fait que ces personnes ne sont plus en circulation, c'est le propre responsable de la communication, entre guillemets, de l'ambassadeur, qui a dit que ces personnes auraient été kidnappées. Donc quand il le dit, ça veut dire qu'il est sûr de son fait. Bon, maintenant, les circonstances, même comme certains journaux ont tenté de nous présenter le film, entre guillemets, de l'arrestation ou de la mise hors de circuit de On n'a pas véritablement vu une seule image qui présente un peu. Voilà, on n'a pas vu cette situation. Oui, mais toujours est-il que une chose est certaine, l'enquête suit son cours. On ne sait pas exactement comment il a été arrêté, même s'il a été arrêté par les services secrets du Nigeria ou sur la base de l'application du mandat d'arrêt international lancé par le Cameroun. Il y a la procédure d'extradition qui doit poursuivre et tout ça. Et maintenant, sans oublier tout un tralala qui va faire que on aura une véritable appréciation de la situation que quand les autorités camerounaises, en l'occurrence le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, pourra nous dire exactement ce qui se passe. Pour le moment, tant que rien d'officiel n'a filtré, nous devons rester dans l'attente. Alors, on va lire tout ça également dans la presse concernant cette arrestation ou l'interpellation de Ayouk et compagnie. C'est dans le Popoli de ce matin. Bien d'autres journaux ont évoqué aussi le sujet. Le Messager également, qui allait d'ailleurs lire la loi et propose d'ailleurs ce qui est fait, ce qui doit être fait en pareille circonstance. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Alors, la Nouvelle Expression parle également de la sécurité continentale avec le nouveau siège des forces africaines inauguré il y a quelques jours à Douala. C'est une base qui va permettre à ce que... Une base logistique. Oui, d'attendre des forces de l'organisation de l'Union africaine. Et pour l'inauguration de cette base logistique, je vous assure que ça a été une très très grande cérémonie inaugurée par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est accompagné d'un bataillon de ministres de son gouvernement, Alain Edgar Mebengo, Ngale Bibeye, même le ministre d'État Laurent Esso, le ministre Sachiroma, ils étaient nombreux, et sans oublier toute la batterie du haut commandement de l'armée. On a vu... Mais ce qu'on devrait davantage comprendre, c'est le rôle que va jouer cette base-là au niveau de la sous-région. Non seulement au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, le Cameroun n'a pas été choisi par hasard, le Cameroun est au cœur de l'Afrique. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une base militaire qui va abriter non seulement des forces de l'Union africaine, mais le matériel pour une intervention rapide sur quelques foyers de tension que ce soit. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une base avec des équipements, avec des hommes, en attente, en position d'attente, prêt à intervenir à tout moment. Et ça veut dire que la base a été inaugurée aujourd'hui, mais il y a tout un matériel qui va arriver, il y a des avions, des hélicoptères, des hommes aussi, et ce qui fait que le Cameroun va se trouver au cœur du dispositif du maintien de la paix en Afrique, pas seulement dans notre région, mais en Afrique. Et donc je pense que c'est une très grande opportunité qui est offerte au Cameroun. On a vu d'ailleurs tous les généraux qui étaient là, général Mikal, général Isso, général Lokoli, ils étaient nombreux qui étaient là pour démontrer que l'armée camerounaise est au centre de ce dispositif et que c'est également une opportunité pour l'Afrique, pour le Cameroun. Oui, je crois que le Cameroun est en train de reprendre ses lettres de noblesse sur certains plans. Souvenez-vous que dans les années 70, le Cameroun était pratiquement le pays phare, pas seulement en Afrique et même dans le monde. Le Cameroun était pratiquement sur le plan de développement au plus élevé que la Malaisie, le Japon et même la Chine. Malheureusement, lorsque vous voyez où le Cameroun se trouve aujourd'hui, on va seulement couler des larmes. Espérons donc avec cette base logistique, le Cameroun est en train de reprendre ses lettres de noblesse et que les jours qui suivent, on va encore compter sur le Cameroun. Mieux vaut tard que jamais. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Nous sommes arrivés à la fin de cette autre édition, la deuxième de la semaine. Je vous invite à faire un tour dans les kiosques et lire la plupart des journaux et les sujets qui vont vous permettre d'être au parfum de l'actualité. Demain, nous serons là. Ce sera la troisième de la semaine. Bonne journée.